Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose anglo-saxonne américaine en l'occurrence. Je vous ai fait il y a quelques jours une différence entre l'hypnose américaine et l'hypnose française. Je reviens un peu sur l'histoire de l'hypnose américaine, sachant que c'est celle qui, pour moi, le plus vécue post, on va dire, Charcot et École de Nancy en France. C'est là où on a vu vraiment éclore le plus de techniques, de logique, et qu'on a beaucoup repris, notamment avec le retour en France au travers de la nouvelle hypnose de Godin, qui a été un mix entre de l'hypnose ericksonienne, de la PNL, et bien sûr on a eu nos psychanalystes, notamment Chertok, etc., qui avaient déjà bossé un peu, rebossé, je pense, plutôt une tendance ericksonienne. Il faudrait que je regarde bien pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Notez néanmoins qu'en France, on a eu Janet, on a eu des gens assez extraordinaires qui ont repris les boulots qui étaient mis en place par les premières générations d'hypnotistes, mais on a eu un gros creux. Vous verrez qu'aux États-Unis aussi. Donc là, je reprends un peu d'histoire, en tout cas quelques faits que je trouve intéressants, qu'on trouve dans l'ouvrage Through the Looking Glass, American Artists of Professional Hypnosis. Ça a été écrit par Roy Hunter. Roy Hunter, je crois que je ne sais plus le nom du bouquin, je ne l'ai pas ici. Euh, je sais que Brice avait traduit un bouquin qui a été édité chez nos copains belges, dont je n'ai plus le nom de l'édition non plus. Bravo, Satas. Satas. Donc vous pouvez retrouver des ouvrages de Roy Hunter. Roy Hunter, hein, c'était un élève de Charles Tebet. Charles Tebet, c'était le fondateur, entre guillemets, des port thérapies en hypnose. Voilà, bon, je vais donc vous faire, je pense, plusieurs petites vidéos à ce sujet-là. Je lis le bouquin en ce moment, je trouve que c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup tous ces bouquins d'histoire. Je vous rappelle, néanmoins, je fais la pub à Brice, et je ne l'ai plus ici non plus, j'ai dû le ranger. Brice avait fait un super bouquin sur l'histoire de l'hypnose. N'hésitez pas à le trouver, Brice Lemaire, et c'est sur l'histoire de l'hypnose. C'est très très cool si vous aimez un petit peu les origines de nos disciplines. Et lui, il est allé vraiment au niveau mondial. Donc il y a plein de choses très très cool à revoir. Donc aujourd'hui, sur les petites notes que j'ai prises, en fait dans ces notes-là, j'ai pris des parties du bouquin que je trouvais cool. Alors, certaines associations d'hypnose ayant des membres en Amérique et dans le monde entier ont établi des normes de formation et des codes éthiques pour leurs membres. Mais le degré de division qui subsiste dans la profession d'hypnose entrave notre capacité à fournir des normes de pratique uniformes dans la communauté artistique. Alors, ce qu'il appelle artistique, c'était pour les non médicaux. Moi, j'appellerais ça non médicaux, ok. Hypnose non médicale. De plus, de nombreux praticiens d'hypnose n'appartiennent à aucune association d'hypnose. Par conséquent, en 2013, c'est compliqué de gérer tout ça. Là, on voit que ce bouquin est donc de 2013, qu'il y a chez nous comme aux US, et vu qu'on a beaucoup repris de logique américaine, cette complexité qu'il y a eu où chacun faisait un petit peu ses cursus, et que pendant plus d'un siècle, on s'aperçoit que ça a été une grosse galère, surtout depuis les années 50, de créer des cursus, qu'il y a eu des guéguerres, et vous verrez, je vous en parlerai, entre différentes écoles, pas écoles, mais plutôt groupement d'hypnotistes, que les lay hypnotistes, donc les hypnotistes laïcs, bien sûr, sont en guerre avec l'hypnose médicale. Là aussi, on va revenir un peu dessus. Et donc, que nos problèmes actuels en France, au UK, en Allemagne et partout, ça existe depuis le début de notre belle discipline. En 1922, il vint à New York pour coordonner les plans de l'Institut National Coué. Donc là, on parle d'Émile Coué. L'un de ses disciples, Archibald Stark von Orden, fonda la Coué League of America. Peu après, deux de ses livres parurent dans les librairies à travers l'Amérique, Self-Mastery Thought, Conscious Autosuggestion, suivi de My Method, Including American Impression. Les deux livres sont disponibles sur Amazon. Bien que ce pionnier de l'auto-hypnose ait enseigné des concepts de l'esprit encore promus par les instructeurs d'hypnose un siècle plus tard, Coué est bien connu comme le père de l'autosuggestion. C'est Durbin qui en parle, Durbin on en parlera plus tard, c'est un très bon hypnotiste qui a fait beaucoup de papiers sur l'hypnose. Puisque l'autosuggestion est la base de l'auto-hypnose,
De nombreux professionnels de l'hypnose, y compris cet auteur, donc là on parle de Roy Hunter, considèrent Émile Coué de la Châtaigneraie comme le grand-père de l'auto-hypnose. Je vous avais déjà dit, ça avec les années je l'ai pas mal répété, que c'était assez surprenant de voir que chez nous, Émile Coué était strictement pas respecté. On dirait bah c'est la méthode Coué, mais vraiment avec un côté un peu péjoratif. Ouais d'accord, ouais, tu te crées de l'autosuggestion, super, ça sert à rien. Alors que les Américains, eux, ont vraiment considéré le travail de Coué comme fondateur de tout un modèle de fonctionnement et que ça a influencé l'auto-hypnose bien sûr, parce que c'est le père de l'auto-hypnose et l'hypnose de façon générale, et qu'aujourd'hui encore, ils en parlent comme une méthode qui fonctionne et toujours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Certes, en termes de suggestion, c'est peut-être pas assez précis, mais ça reste une suggestion intéressante. Après, c'est la façon dont on va l'exploiter qui peut être questionnable. Est-ce que je me le répète à longueur de temps, comme Joseph Murphy ultérieurement leur a proposé, ou est-ce que je me mets vraiment dans une posture auto-hypnotique avec de l'autosuggestion qui est basée vraiment sur une visualisation, une sensation, une émotion, 5-10 minutes, un quart d'heure, où à ce moment-là je me répète ça, mais je me le répète pas à longueur de journée. À voir. Les copains de chez Silva, eux, ont décidé qu'à chaque fois que quelqu'un lui demande comment ça va, ils disent de mieux en mieux. Sous-entendu, de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est une manière aussi de l'utiliser, une espèce de pattern de langage, d'automatisme de modèle qui peut apporter des éléments positifs aux personnes qui répondent, ou en tout cas qui, dans un self-talk, peut apporter du bon. Alors, Milton Erickson, de nombreux livres sont disponibles sur l'œuvre de ce géant de l'hypnothérapie qui a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance officielle de la validité de l'hypnose par l'AMA, c'est American Medical Association, en 1958. Il est également devenu le premier professionnel de santé à s'opposer à ce qu'il considérait comme la pratique de lay hypnotiste, donc l'hypnose laïque, par des praticiens qui n'étaient pas professionnels de la santé agréés. On reviendra dessus dans l'ouvrage, il en reparle un petit peu, mais Erickson a été vraiment l'anti-hypnose non complémentaire au médical. Il voulait simplement que ce soit des médecins, et on va voir que dans l'histoire américaine, lui a été vraiment déterminant, mais il y en avait d'autres médecins qui ont eu un peu le même discours, à savoir que Erickson, lui, a été formé par Hull, donc en université, mais que beaucoup de médecins qui ont été anti-lay hypnotistes ont été formés par des lay hypnotistes, parce que l'hypnose était davantage pratiquée par ce que Hunter là, avait proposé comme hypnose artistique, c'est-à-dire des hypnotistes de scène qui, au fur et à mesure, ont reçu en cabinet. Il explique même qu'au départ, jusqu'aux années 60, beaucoup d'hypnotistes ne faisaient pas payer leurs sessions. Ils gagnaient, je pense, leur argent au niveau du spectacle. On sait que Hellman, lui, il avait appris ça par le vaudeville. Beaucoup l'ont fait au travers du vaudeville. Et au travers de tout ça, ils gagnaient leur vie dessus. Des personnes pouvaient leur demander des petites aides sur des gestions de douleurs, sur des choses et autres. Et ils ne faisaient pas payer. C'est à partir de fin 1950-1960 où les lay hypnotistes ont commencé à se faire payer quelques dollars pour des séances d'hypnose, parce que on avait vu qu'il y avait vraiment des choses positives. Je crois que c'est Beaver, un des premiers qui a fait ça, Divers qui est un des premiers à avoir fait payer des sessions en tant que lay hypnotiste. Donc majoritairement c'était des lay hypnotistes, des personnes comme vous et moi qui n'avons pas de statuts médicaux et qui faisaient de l'hypnose. Et ça a été repris en partie par les universitaires et par la médecine, mais qui la plupart du temps avaient appris de personnes qui n'étaient pas du tout des médicaux. Et la vraie rupture, c'est Milton Erickson, et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il y a encore cette guerre. Je l'ai encore lu il y a quelques jours sur un post de quelqu'un, une réflexion un commentaire qui disait: n'oubliez pas, n'allez que sur des personnes qui ont été formées par Milton Erickson Institute, ou des personnes qui sont considérées comme medical hypnotists aux États-Unis, et ce qui montre encore cette opposition. Et c'est pour ça que je vous rappelle, moi, mon idée, c'est vraiment de créer un statut bien précis qu'on appelle l'hypnose complémentaire en médical. Comme ça, au moins, on ne fait pas de confusion et on sait vers quoi on se dirige et dans quel état d'esprit on accompagne les personnes.
Je m'arrête ici pour cette première partie. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.